Nous sommes le vendredi 20 décembre et nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre confiance. Votre soutien est notre plus beau cadeau. Mais malheureusement, il n'est pas encore suffisant. Nous n'y sommes pas. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire, aucun oligarque. Elle vous appartient. Pour qu'en 2020, TV Liberté poursuive son ascension et frappe plus fort. Aidez-nous maintenant et avant le 31 décembre. C'est ensemble que nous sommes solides. Alors, j'allais dire chers amis auditeurs, mais aujourd'hui nous allons changer, nous allons dire chers amis téléspectateurs, puisque vous pouvez le constater, l'émission Synthèse est dorénavant filmée. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. D'abord, nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette prouesse technique. Ça fait quelques semaines qu'on avait annoncé déjà que ces émissions seraient filmées. Eh bien, comme tout finit par arriver, aujourd'hui, nous avons une émission filmée et nous avons un invité... Filmé aussi. Filmé aussi, oui. Qui est quelqu'un de connu dans le milieu non conformiste, on va dire, qui est un éditeur engagé, qui est un blogueur insolent. On peut appeler ça comme ça, puisque son site s'appelle l'Insolent. Hein, et qui est aussi un homme d'action qui a publié dans le passé un certain nombre de revues. Je pense en particulier à une d'entre elles qui s'appelait Jeune Nation Solidariste. Et quand j'étais étudiant, j'étais toujours très heureux de lire avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion les éditoriaux de Jean-Gilles Maliarakis. Jean-Gilles, bonjour. Bonjour, Roland. Alors, pour interroger Jean-Gilles Maliarakis, qui nous parlera tout à l'heure des éditions du Trident et des dernières productions de sa maison d'édition, nous avons Philippe Randa. Bonjour Philippe. Roland. Bonjour Jean-Gilles Maliarakis. Bonjour. Nous avons évidemment le professeur, et bien bonjour monsieur le professeur. Bonjour Pierre Roland. Dallounier, Je suis content de vous savoir enfin à quoi vous ressemblez. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui vont être déçus, on va peut-être perdre... En fait, C'est possible. Mais en on même va temps, gagner on va peut-être Ouais, recevoir plein du de gens. courrier en même temps. On va recevoir des sait courriers, bon, bah, c'est comme ça. Alors l'audimat va peut-être baisser à cause de ça, mais tant pis, hein, c'était comme ça. Voilà, on se modernise, on touchera peut-être plus de monde aussi, allons savoir. Et nous recevrons aussi tout à l'heure quelqu'un qui va nous parler d'une expérience qui va se dérouler il y a quelques jours avant Noël. C'est un marché de Noël, une boutique éphémère, c'est pour ça qu'on appelle ça. Nous recevrons Gabriel Charpentier, qui est l'animateur justement de cette boutique éphémère installée 5 boulevard Edgar Quinet, qui ouvre demain. Exactement, Roland. Qui ouvre demain, et enfin il nous en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, et ça sera certainement une excellente idée pour vous d'aller faire vos courses de Noël, comme on dit, acheter vos cadeaux pour vos amis, votre famille, à cette boutique éphémère au cœur de Paris. L'expérience mérite d'être soulignée et encouragée. Une date bien Bien fixe, précise. effectivement. On parlera de tout Voilà. ça tout à l'heure avec Gabriel. Alors, Merci. nous recevons donc aujourd'hui Jean-Gilles Maliarakis. Jean-Gilles Maliarakis, d'abord c'est un plaisir de le recevoir, cher Jean-Gilles. Partagé. On se connaît depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et vous animez les éditions du Trident. Alors, de tout ça, on va en parler. Mais dans un premier temps, puisque Philippe Randa a suivi l'actualité, et justement, je vais vous demander en tant qu'observateur de l'actualité, en tant qu'animateur du site L'Insolent, vous êtes bien sûr invité à intervenir quand vous voulez dans la revue d'actualité de Philippe Randa. Philippe, Eh c'est à vous. bien, l'actualité cette semaine, bien évidemment, et ça tombe bien que Jean-Gilles Maliarakis soit là, parce qu'il va pouvoir nous apporter plein d'éclairages non pas sur les manifestations de la CGT, de la CFDT et des autres, sur les réactions du gouvernement, la démission de Jean-Paul Delevoye, mais peut-être pourra-t-il, lui, nous expliquer à nos téléspectateurs, donc plus auditeurs, mais téléspectateurs, vraiment ce plan de retraite. Finalement, personne n'y comprend vraiment rien et tout le monde a peur que, si le professeur a compris tout ce Non, plan de retraite. vous n'avez pas cherché l'originalité pour votre premier sujet. Ben oui, mais c'est l'actualité de la semaine. Bah oui, c'est c'est l'actualité vrai, de la c'est semaine. vrai, On n'y peut rien quand même. La moitié de la France est paralysée Non, par mais les grèves. Maudit gouvernement, maudit syndicaliste. On nous reprocherait de ne pas en parler. Alors, Bien sûr. Jean-Gilles, cette réforme des retraites, personne n'y comprend vraiment rien. Tout le monde a peur de perdre. C'est vrai que tout le monde va perdre Tout Ou le monde seulement va les s'y- privilégiés. Bon, la vraie question
la vraie question est qu'en effet, c'est une démarche hypocrite. C'est une démarche hypocrite et je dirais que ma critique est d'abord d'ordre méthodologique, avant même de savoir ce qu'on doit penser d'un régime qui se prétend universel, limité, je rappelle, à l'Hexagone. On a l'impression, quand on dit tout le monde, mais alors si je traverse la frontière franco-allemande, je suis où ? C'est plus le même régime de retraite. Ce n'est plus le même régime de retraite. C'est pas le régime de retraite de l'Union européenne, c'est celui de la France. Oui, mais est-ce que c'est l'objet de... Est-ce qu'il est légitime que le président de la République ait dans son programme une chose qui est un substitut de l'épargne inventé par Bismarck? Donc je reviens à la méthode. La méthode, c'est que personne n'a été informé, que le débat avec les syndicats qui sont gestionnaires des caisses de retraite. Par exemple, il y a un mot, je vais encore compliquer peut-être dans l'esprit des gens qui entendent le dossier, mais quand on emploie le mot régime, ça désigne quoi? Ça désigne une réglementation, ça désigne un système, ou ça désigne des caisses? Le régime universel, c'est une caisse universelle. C'est une caisse, enfin, pour tous les Français. C'est-à-dire que tous les Français cotisent à la même caisse. Et déjà, ils cotisent à la CSG, ils payent des impôts pour payer les déficits des régimes qu'on appelle spéciaux, qui sont en fait des régimes subventionnaires. Ils n'ont pas de caisse. Non, les fonctionnaires non plus n'ont pas de caisse de retraite. Les fonctionnaires n'ont pas de caisse. C'est le Trésor public qui paye. Alors, on peut techniquement imaginer, en effet, de tout regrouper, mais chaque fois qu'on regroupe tout en France, c'est pas un succès. La première critique, c'est de faire un système où c'est-à-dire que les technocrates de Bercy, pourquoi je leur ferai confiance? Pourquoi je devrais faire confiance à des gens qui sont même pas capables d'équilibrer leur propre budget? Le problème, c'est qu'on veut réformer. Cela sous-entend forcément qu'il y a des régimes de privilégiés et des régimes qui ne sont pas privilégiés. Et donc, on veut arrêter ces privilèges, oui ou non? C'est l'esprit de la loi. Oui, c'est l'esprit de la... Et pourtant, le gouvernement dit que personne ne va perdre. Mais bien sûr que des gens vont perdre. Et le gouvernement lui-même reconnaît, par exemple, que les fonctionnaires de l'éducation nationale vont perdre quelque chose. Vont y perdre également à leur système, à leur réforme, les gens dont on calcule la retraite sur les 6 derniers mois par rapport à ceux dont on calcule la retraite sur les 25 meilleures années. Donc la complexité, pour arriver à un régime unique, il faut à supposer qu'il y ait 42 régimes de retraite. Un concept, enfin il n'y en a pas 42, il y en a, je crois qu'une dizaine de têtes, mais après il y a des spécificités. Il y a par exemple les chanteurs de l'opéra de Paris ont un régime à eux. Fut un temps où il y en avait plus de 100. Mais oui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Combien il y a de caisses? Par exemple, il y a une caisse des professions libérales, mais dans laquelle les professions libérales proprement dites compensent au profit de régimes qu'on est en train de réformer, personne ne proteste. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de régime social des indépendants. Le 17 janvier, tous les gens qui étaient au régime social des indépendants, RSI, dont votre serviteur... Le fameux RSI. Le RSI disparaît le 17 janvier. Écoutez, c'est mon cas et ça fait déjà 2 ans qu'on est adossé à la sécurité sociale. À l'URSSAF. Oui, qu'on payait. Voilà. Donc tout ça, à supposer, mettons qu'on parte de 42 régimes, faire un régime universel, c'est pas faire une réforme, c'est faire 42 réformes. Je simplifie le dossier. Le dossier, c'est d'ailleurs s'épaissit au fur et à mesure du débat. Comment il s'appelle, ce type qui fait ses sur RTL, des choses assez amusantes. On est passé de 8 questions. Jean-Michel Apathy, peut-être. Non, Apathy n'est pas amusant du tout. On est passé de 8 questions. Par exemple, le Monde, il y avait 42 ou 48 questions il y a une semaine. Maintenant, c'est 69 questions. Alors, on va arriver à 169 questions. Seulement, le problème, c'est que qui donne les réponses? Et le président, alors j'en finis, le président nous explique qu'il a été... Enfin, c'est propagandiste, parce que maintenant, il se tait.
nous explique qu'il a été élu sur une promesse de régime universel. Bon, j'ai fait une mauvaise action, j'ai relu le programme qu'il a publié en 2017. C'est un petit brochure. Ben, c'est une idée perverse, mais j'avoue. Et donc, c'est un petite brochure comme ça, 32 pages. Oui, ça, c'est pas le programme d'Emmanuel Non, Macron, non, ça, c'est le catalogue de nos amis de la pensée française. Un très bon catalogue. Très bon catalogue. Parfait. Non, mais ça, mais disons que c'est à peu près de ce volume. C'est exactement 32 pages comme ça. Et il y a en page 17, je crois, il y a 3 lignes sur le régime universel et une ligne la ligne suivante, nous ne toucherons ni à l'âge ni au montant des retraites. Donc il y a ces 2 promesses. Et pour être clair, l'une des raisons de l'exaspération de la CFDT, c'est qu'elle dit on ne peut pas faire les 2 réformes en même temps. Par exemple. Alors, je crois que beaucoup de gens ont compris ça, notamment ceux qui sont syndiqués à la CFDT, qui sont plus nombreux. Je rappelle quand même maintenant que les syndicats de la CGT. Et l'une des données de la crise actuelle, c'est que la CGT veut reprendre dans la rue ce qu'elle a perdu dans les urnes, c'est-à-dire le primat syndical. Hein, voilà, en principe, etc. Au jour d'aujourd'hui, la CFDT, qui est pour la réforme, le principe accroche juste sur ce fameux H pivot de 64 ans. Oui, mais c'est pas rien. Moi j'ai 75 ans, je n'ai pas pris ma retraite, donc j'espère nuire encore un certain temps. Vous êtes intraitable, c'est ça? Intraitable. Bon, eh bien donc, mais pour les gens qui espéraient partir en même temps que leur conjoint, parce que, par exemple, on parle jamais de ça. On parle jamais de ça. Est-ce qu'on est obligé d'épouser une femme qui est née la même année civile? Si on n'est pas né la même année civile, est-ce qu'on peut prendre sa retraite en même temps? Faire un voyage autour du monde avant de mourir, etc., etc. Bon, donc moi je suis pour le libre choix. Pourquoi vous voulez mourir en emmenant votre épouse faire le tour du monde? Non, c'est quelle drôle d'idée. Moi, c'est une question dont je parle tous les jours, parce que c'est mon cas, on a quelques années d'écart. Oui. C'est une vraie question. Bah, C'est une vraie question. Prenez votre retraite, vous attendez 10 ans, vous ne pouvez pas vous installer à la campagne. Parce que, donc libre choix. Et souvent, les gens, quand on leur parle de libre choix, ils pensent qu'à cas individuel, mais en fait, le cas est très rarement individuel. Et même l'âge des enfants, bien sûr, joue. Moi, je connais des gens. Moi, je connais que des gens, que des couples. L'un est à la retraite. Oui, mais généralement, c'est l'homme avant la femme. Quand c'est 2-3 ans, mais quand même, quand c'est 10 ans. Et puis, il y a aussi l'âge des enfants. Moi, je connais des gens qui continuent à travailler parce qu'ils disent je continue à travailler parce que mes enfants sont jeunes. J'ai pas envie qu'ils aient un père à la retraite. Et puis je peux ajouter un mot ça sent, qui est ici, c'est cohérent. Elle. Et puis liberté. C'est le numéro 1 sur les pissotières de la République, c'est liberté, je sais plus quoi. Enfin. Ne galvaudez pas ce beau mot qui est quand même le nom de la radio. En plus. Oui, mais c'est le seul qui est beau sur les pissotières de la République. Voilà, mais d'accord. Donc libre choix, effectivement. Mais il y a toujours le libre choix. On n'est pas obligé. Ah bah oui, mais bonus-malus, c'est plus libre choix. Oui. Attention, parce que voilà la question. Mais qu'est-ce qui change déjà? Aujourd'hui, on pouvait prendre sa retraite avant l'âge de truc, et donc toucher moins en prenant sa retraite plus tôt. D'accord, oui. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas dans tout ce raout autour des retraites. C'est pas que je veux défendre le gouvernement, d'ailleurs, il est indéfendable puisqu'on ne comprend rien. Le problème, c'est que tout le monde s'imagine, à tort ou à raison, perdre. Le gouvernement dit que personne ne perdra, et pourtant, si on change les choses, c'est qu'il y a des gens qui touchent trop, forcément. Bien sûr, puisque c'est à égal. C'est pas pour payer davantage de retraite. Mais bien entendu, c'est à budget égal. À budget égal, beaucoup vont gagner. Donc, forcément, si on est à budget... Enfin, excusez-moi de cette tautologie. Si on se partage 14% du produit intérieur brut, certes, il peut augmenter. Il n'augmente plus beaucoup, d'ailleurs. Mais c'est peut-être aussi une des vraies questions. C'est qu'on a raisonné pendant des années en se servant de la croissance et de l'inflation. Évidemment, puisqu'on ne peut plus... Quand on dit 1 euro cotisé, alors il y a une question qui s'appelle la valeur actuarielle. La valeur actuarielle de l'euro, à supposer que ce soit l'euro il y a 20 ans, c'était pas encore l'euro, mais les sommes que vous avez versées il y a 25 ans, comment vous les actualisez? Il y a un coefficient du ministère des Finances, mais c'est très discutable. C'est pourquoi l'épargne préférée des Français s'appelle l'immobilier. Hein, et ils ont bien raison. Et là, il faut quand même pas perdre de vue que la retraite ouvrière
inventé par Bismarck pour fidéliser les ouvriers allemands à la création du Second Reich, eh bien, c'est un substitut à l'épargne. Et donc, on peut imaginer d'arriver... Alors là, il serait honnête de le dire. Un, que les jeunes qui payent aujourd'hui payent pour leurs parents et n'ont pas grand-chose à espérer de ce qu'ils payent pour eux. Hein, c'est un point important de le rappeler, parce que les jeunes le savent. Enfin, j'ai quand même autour de moi... je suis grand-père, donc je vois... mon dernier petit-fils, qui n'a même pas un mois, n'est pas en mesure de m'expliquer le problème, mais leurs parents ont parfaitement compris qu'ils ne toucheront rien, ou pas grand-chose. Mon père m'avait dit la même chose quand j'avais une douzaine d'années. Hein. Oui, mais déjà, par rapport... Alors, j'ai remis à quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui était un des porte-paroles de la droite nationale. Je lui ai remis en 1984 un livre qui s'appelle « La fin des retraites » d'Olivier Babot, en collection plurielle. Hein, c'était pas... je lui disais, ça va être un grand dossier. Quelques années plus tard est arrivé le dossier Rocard. Le Rocard dit c'est un truc sur lequel, en 91... Oui, Jean-Gilles, donc nous allons pas nous étendre plus que cela sur cette affaire de retraite, parce que le temps passe et... Ça nous occuperait jusqu'à la retraite. Ça nous occuperait jusqu'à la retraite. Alors, si on s'aligne sur la retraite de Jean-Gilles, vous serez à la retraite à 75 ans. Vous n'êtes pas à la retraite à 75 ans. Je suis à 75 ans. Donc on a encore un peu de temps. Nous, on a une heure pivot. On a une heure pivot. On a une heure pivot. Alors, justement, si on doit résumer un petit peu tout cela, en termes clairs, donc on a un gouvernement qui donne l'impression d'être totalement hors du coup. Cette affaire de... L'an dernier, rappelez-vous de l'affaire des Gilets jaunes, il a eu l'impression d'avoir gagné par rapport aux Gilets jaunes. C'est vrai qu'au mois de décembre, il n'emmenait pas bien large au moment des manifestations, au moment où les ministères, les uns et les autres, étaient attaqués par les manifestants, que Paris était à feu et à sang, entre guillemets, et j'exagère un petit peu, mais enfin bon, voilà, enfin eux le croyaient. Après, c'est surtout les Gilets jaunes qui étaient ensemble. Oui, qui étaient à feu et à sang. Mais enfin bon, ils ont eu peur, ils ont fini plus ou moins par gagner, ou penser qu'ils ont gagné en tout cas, et aujourd'hui ils pensent que c'est la même chose par rapport à la CGT. Le seul problème, c'est que pour faire une révolution, il faut un parti révolutionnaire, et les Gilets jaunes n'étaient pas un parti révolutionnaire, donc ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. En revanche, avec la CGT et les syndicats d'une manière générale, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont eu l'impression l'an dernier de perdre la main avec l'affaire des Gilets jaunes et auparavant avec d'autres affaires du même genre. Et aujourd'hui, ils veulent reprendre leur place et toute leur place, ce qui est après tout à fait normal. Donc on est dans une situation qui n'est pas facile à régler. Et en attendant, les gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir passer Noël en famille. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui se posaient la question, pas plus tard que ce matin, comment ils allaient venir aujourd'hui dans ce studio. Voilà. Alors, Philippe Randa, donc l'actualité, vous la suivez toujours et vous avez votre chronique hebdomadaire que l'on retrouve dans le quotidien présent sur le site Euroliberté et sur le site Synthèse Nationale. Alors, à quoi vous êtes-vous intéressé cette semaine, mon cher Philippe? Encore quand même, on va rester un petit peu dans le même sujet sur les canailles de la République. Vous savez que... Il y a du monde, là. Delevoye, Jean-Paul de son prénom, Delevoye est pire que Balkany, que Patrick Balkany. En même temps, Balkany, il a un peu du style, je trouve. Il a plus de gueule, c'est sûr. Ça fait qu'il nous est sympathique depuis qu'il est en prison. Puis ça fait plus un film, quoi. On verrait bien. Mais Patrick Balkany a été condamné pour une fraude fiscale concernant son patrimoine familial qu'il a reconnu et qui n'a pas de rapport avec son mandat électif. Jean-Paul Delevoye a pour sa part accédé à une fonction gouvernementale en omettant la totalité des divers mandats qu'il cumulait et qu'il avait obligation non seulement de déclarer, mais desquels il devait démissionner. Ainsi, après avoir rectifié sa déclaration initiale de 3 mandats auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, se rappelant subitement de 10 mandats supplémentaires, on vient d'en découvrir un 14e encore omis, celui du Conseil économique, social et environnemental, le CECE, qui lui rapporte la modique somme de 6 330,32 € net par mois. Seulement. À 72 ans, Jean-Paul Delevoye est donc de ces Français qui ont ainsi les moyens d'oublier en toute bonne foi qu'il reçoit une telle somme en plus d'une rémunération de ministre délégué, 10 135 € brut mensuels, d'une retraite du régime général à laquelle s'ajoute celle d'ancien élu local. À 71 ans, Patrick Balkany dort, lui, en prison depuis septembre dernier, alors que rien ne laisse augurer que Jean-Paul Delevoye ne connaisse une telle humiliation. La cupidité les caractérise l'un et l'autre, sans doute aussi le sentiment d'impunité qui les a si longtemps aveuglés. Mais au concours du politicien français le plus méprisable, après Jérôme Cahuzac et bien d'autres,
De ces 2 vieux chevaux de retour du RPR et de l'UMP, l'ex-haut commissaire aux retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé l'emporte largement sur l'ex-député et toujours maire de Levallois, incontestablement. Pourquoi toujours le maire de Levallois ? Parce qu'il a seulement été remplacé de plein droit, Patrick Balkany, dans cette fonction par son épouse, première adjointe, elle-même condamnée dans la même affaire, mais qui n'a pas fait l'objet d'un mandat de dépôt, elle. On dit la justice est aveugle, mais elle est parfois un peu ubuesque, la preuve. Oh là là, dans ce cas Mandat, précis. dépôt, ça fait très bancaire. Tout ça, La justice est bonne fille. Ah ben c'est Balkany, hein, c'est bancaire. C'est tout ça. très bancaire. Alors, à la suite à cette, Ils furent bancables, cette comme chronique, et avant de reprendre notre entretien avec Jean-Gilles Malirakis, à propos on parlera peut-être des éditions et de son travail éditorial après. Mais tout à l'heure, j'indiquais que nous recevions aujourd'hui un autre invité qui est Gabriel Charpentier. Alors, Gabriel Charpentier, vous êtes sur une initiative assez originale et assez intéressante, une initiative de saison, si je puis dire, puisque vous ouvrez un marché de Noël éphémère. Oui, Je sais pas si c'est le mot, une boutique éphémère. Une boutique éphémère. Un effectivement. mini marché de C'est ce Noël. qu'on appelle les boutiques pop-up. 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 Oui. Ah oui, pop-up. Mais je trouve que Pop-up, c'est bien. d'accord. La droite pop, c'est peut-être un Ah ouais, nouveau, ouais, un boutique nouveau courant qu'il faudrait boutique créer. éphémère enracinée, c'est aussi bien. Voilà, c'est mieux, on préfère enraciner. Voilà. Voilà. On préfère cela. Alors, donc, vous ouvrez une boutique éphémère enracinée qui est installée au 5 boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement. C'est une adresse qu'on connaît. Ça nous dit quelque Exactement, chose. effectivement, c'est l'ancienne boutique Carbraise. Ah voilà, c'est ça. Qui est juste en face de la bouche de métro. Le Edgar foyer Quinet. Voilà. animé par Yann Bertillon. Voilà. Alors, ça aura lieu du 19 décembre au 22 décembre. Voilà. De 14 Alors, de 15 heures, 15 donc, heures, 15 voilà, de heures, 15 heures à 20 heures le jeudi. Et puis, vendredi soir, il y a un pot. Un pot de l'amitié, un vin pot de chaud, l'amitié, effectivement. vin chaud, avec... Ne me regardez pas comme ça. vous pourriez y aller, vous, monsieur le professeur. Je suis pas si très vous- très loin. Hein, Vous n'êtes pas très loin, c'est justement. accessible à Moi, je pied. serai en Bretagne, moi, je serai Mais le loin, vin chaud mais- est servi jusqu'à quelle heure Jusqu'à c'est ça, là 22h. Oui. De 19h à 22h. Ça, 22 heures. ça limite... Ça laisse, vous n'aurez pas trop comme ça. Oui, c'est pas, Bon, c'est à mon avis, juste, vous avez hein. déjà Faut pas visité. arriver, Déjà acquis, faut voilà, pas arriver déjà trop acquis. tard quand même. Non, pour revenir à les choses plus concrètes. Alors, donc, qu'est-ce que vous vendez dans votre boutique éphémère? Alors, moi, je vends pas seul. L'idée, c'est d'avoir comme une sorte de guilde, Ouais. en fait, où on regroupe plusieurs artisans. Donc, on va avoir des objets en céramique, en bois, du textile. On va avoir des écrivains qui seront effectivement déposer leurs livres. On va avoir tout ce qui va être affiche. On va retrouver exactement les affiches qui sont vendues à l'Iliade, qui étaient vendues à l'Iliade au colloque dernier. On va retrouver pas mal de petits objets, un petit coin gourmand. Hein, c'est ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous êtes invité à boire, mais on a aussi des ventes de pain d'épices, de conserves. C'est un petit peu ce que faisait la boutique médiévale. Exactement. Il y a quelques effectivement. années, malheureusement, qui a fermé, mais Oui. qui était... Les qui shops était- médiévales. Les shops médiévales, qui ouais, étaient rue cherchez-le, Friand, ouais. effectivement. Oui, rue Friand dans Friand, le 14e. Voilà. ouais. Et donc, vous allez proposer tout cela Là, on aux propose visiteurs, tout ça et, aux- et donc, ça va être une belle occasion de faire le plein à quelques jours de Noël. Parce On que- espère. Pour essayer de contrecarrer un peu la consommation actuelle, malheureusement, des gens qui passent Mais principalement c'est une par bonne Amazon. initiative de regrouper tout ce qui est artisan Voilà. et commerçant, en fait, identitaire. C'est un petit peu ce qu'a fait notre ami Pierre Vial Oui, avec cette terre, samedi dernier sa à l'occasion de la table, table, enfin de sa journée ce de Terre n'était et pas Peuple. une table, en Ouais, fait. c'est pas une c'était table ronde, la c'était journée annuelle de l'artisanat. de Terre et De l'artisanat Peuple. où j'étais moi-même Oui, c'est présent, vrai, oui. effectivement, Il n'y avec avait mon pas de stand. conférence cette année, mais ils avaient réuni tous les artisans de leur connaissance, de leur milieu. Et effectivement, alors il y a eu moins d'influence que prévu, et pour cause, à cause des événements, des grèves et des problèmes dans les transports. Mais il y a quand même eu du monde, et ils étaient heureux surtout que tout le monde soit là. C'était un état d'esprit. J'en ai parlé avec un des responsables qui m'a dit qu'il était heureux d'avoir réussi, d'avoir vu que tout le monde était venu, Que les tous artisans ceux soient qui déjà s'étaient prévenus, engagés effectivement, à les venir. exposants, Ouais. Parce que les Alors- exposants, c'était pas forcément facile de venir de toute la Oui, France. forcément. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, j'imagine que tout ça, c'est à des prix intéressants. Oui, alors que, voilà, effectivement, on a pour, pas une vraiment pour, opération pour toutes financière, les tout bourses. ça. Non, non, Oui, on a pour vraiment toutes pour toutes les oui, bourses. oui. Le petit cadeau à 5 € pour la tata, ça fait toujours plaisir. Hein, ça, Ce sont les cadeaux de dernière minute. exactement. On a toujours besoin de cadeaux de dernière Alors, À la minute. dernière minute, Non, non, avant attention. le 22, Oui. hein, il faut pas y aller le 24. Dernière à minute, je veux pas dire 19 heures. brader. Hein. L'idée, c'est vraiment de travailler avec donc, des artisans enracinés. Hein. C'est pour ça qu'on a pris cette intitulation. Parce qu'en fait, c'est du Made in France.
fait en France, hein, ce Fabriqué sera en même- France. exactement, ce qui sera même mieux, et vraiment à la main. Ça veut dire que moi j'ai vérifié, c'est moi donc je suis à l'origine effectivement du projet, et j'ai vérifié chaque artisan. Personnellement, justement, on en a retrouvé à Père et Peuple samedi dernier, mais on confirme bien que là, ce que vous achetez, c'est bien fait par les gens qui seront présents et vraiment qui mettent leur cœur à faire de Ce l'enracinement. ne sera pas le carreau du temple, quoi. Non, je ne pense pas. Alors, donc, 5 boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement, métro Edgar Quinet, si les métros fonctionnent, évidemment. On espère. On espère, oui. La boutique éphémère identitaire, du 19 décembre au 22 décembre, l'après-midi et vendredi soir, un vin chaud jusqu'à 22. C'est Voilà, un je programme vais sympathique. juste modifier le samedi et le dimanche, on est ouvert à partir de 10h. Ah, à partir de 10h Voilà. du matin. Très bien, très Voilà. bien. Après, vous pouvez retrouver effectivement les Très, horaires très, très sur bien, la très- boutique éphémère de l'artisanat enraciné sur Facebook. Hein, on utilise tous les réseaux sociaux et d'ailleurs, je veux remercier Roland pour m'accueillir sur la radio pour embarquer brièvement. Voilà. C'est tout à fait normal et on est très heureux de vous recevoir, Gabriel, parce que ce genre d'initiatives sont quand même assez rares et ça mérite d'être soutenu. Voilà. Et il doit en être de même pour tous nos téléspectateurs qui seront à Paris ces jours prochains pour aller faire leurs courses. Sachant que là, on vaut s'est mieux aller vraiment- là que sur Amazon ou que dans n'importe quel consortium commercial mondialisé qui ne fait pas vraiment partie de notre vision des choses. Voilà. Alors, pendant qu'on parle de cette journée, on a parlé de la journée de TP, mais il y avait aussi une autre journée dimanche, Oui, Philippe, à laquelle nous étions d'ailleurs. Là, nous y étions, c'était le dimanche dans Paris, le Lire sous les sapins, organisé par Anne Brassier et TV Liberté. Et là, il y a eu beaucoup de monde. Évidemment, on aurait pu espérer davantage si toujours c'était pas la période avec les grèves, mais il y avait énormément d'auteurs. Il y avait Jean Raspail, Rénal Séché, bien d'autres encore. Il y avait beaucoup d'auteurs présents. Et le seul petit souci qu'il pouvait y avoir, c'est que des gens, j'ai entendu cette réflexion souvent, ils hésitaient à acheter beaucoup de livres parce qu'ils devaient repartir pour la plupart à pied. Il n'y avait pas de transport Ben et oui, ça mais leur posait des soucis. Ouais, Bon, il fallait c'était pas venir- la bonne période. Mais il fallait venir avec une brouette. Et Ouais, oui, alors, La surtout, brouette n'est pas surtout- commode dans les escaliers du métro, mais il n'y a pas de métro. Ah oui, faut en donc tout va bien. profiter. Surtout s'ils achetaient, parce que en marge de ces journées de samedi et dimanche, il y a eu 2 événements littéraires importants. Il y a eu la reparution du livre de Jean-Claude Rollina. Il me semble d'ailleurs avoir Oui, aperçu Jean-Claude Rollina Et dans les Jean-Claude couloirs. Rollina était présent. Et son dictionnaire des états éphémères ou disparus de 1900 à nos jours. Alors, je dois dire que ce livre, ça doit être la 3e ou 4e édition. Ah, deuxième, la deuxième deuxième, édition. ouais. Mais il y avait une première édition. Moi, Jean-Claude me l'avait offert Ah, il y a mais il y 25 a ans de très ça. longtemps, oui, Sa première effectivement, mais édition était c'était- photocopiée à l'époque. Et donc, vraiment, on ne peut qu'inciter nos amis à lire ce livre parce que c'est passionnant. C'est passionnant. On a plein de choses on apprend plein de choses, des tas d'États qui ont existé. Alors, les philatélistes les connaissent parce qu'ils ont eu le temps parfois, même certains n'ont pas eu le temps de le faire. Il y en a même qui ont duré, je crois, Il y en a qui ont duré été que créés- quelques heures, ils ont été mais qui créés ont à réellement 19h existé. et à 23h, ils avaient déjà disparu. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire de timbre et de battre de la monnaie. Il dit de servir un vin chaud. Ni de servir à vin chaud. Mais, Alors des tous États qui ont été éphémères, mais qui aujourd'hui existent de nouveau et a priori Ah, il y a ceux pour qu'on longtemps, dit- sinon pour toujours, comme la Croatie par exemple. Ah bah, tout à Oui, fait. les Pays Donc, il y a Baltes, ceux qui... Il y a tous voilà. les cas de figure. Eh bien, écoutez, en lisant ce dictionnaire des états éphémères de Jean-Claude Rollina, vous apprendrez énormément de choses et c'est un cadeau que vous pouvez faire aussi. Il sera pas en- Non, malheureusement, il sera pas à la il sera pas en- boutique, effectivement. Et vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année et la fête de Noël en particulier. C'est aux éditions de Alpha, dont on ne dira jamais assez de bien, et pour la modique somme de... Ah, quand même, 37 €. Ah oui, mais c'est un gros. C'est un Rollina, c'est un Rollina. Alors justement, il y a un deuxième livre, qui est sorti, parce qu'on parlait des éditions de Alpha. Alors celui-ci, il est un petit peu moins gros, il coûte un peu moins cher aussi d'ailleurs. C'est le dictionnaire sulfureux de Philippe Randa. Au nom moins Alors, sérieux comme je édition suis- synthèse. Comme je suis en face de lui, je vais pas en dire du mal. D'ailleurs, j'aurais du mal à en dire du mal puisque il se trouve que j'en suis éditeur. Mais ce dictionnaire est passionnant aussi, comme le livre de Rollina. Il est passionnant parce qu'on apprend... Je vous laisse plein la de- responsabilité des Ce termes. sont des définitions politiquement incorrectes,
pas encore insolente, hein, mais parce que l'insolence, c'est l'apanage de notre ami Jean-Gilles Maliarakis dans son site. En tout cas, c'est pas mon monopole. Mais il n'a pas le monopole avec son site L'Insolent. Mais le dictionnaire sulfureux, donc sur 170 pages de Philippe Randa, donc politiquement incorrect, dans la collection Idées au bouquin de synthèse nationale pour la somme de 23 €. Voilà. Philippe, Je peux juste dire Allez-y, un allez-y. mot. Il y Allez-y. a un fil rouge qui nous concerne tous. Toutes ces définitions, je les ai voulues dans un unique but, c'est de contrecarrer la pensée unique. Et j'explique ce qu'est la pensée unique, ce qui est pour moi la pire des dictatures. eh bien, nous sommes tous d'accord là-dessus, et je crois que c'est aussi la raison d'être de Radio Ouais, Liberté, mais moi, je TV sais pas, Liberté. La pensée unique, c'est pas mal. Si tout le monde pensait comme moi, évidemment. Oui, oui. Vous vous rendez Bah, compte déjà, autour de cette table, on pense pas tous comme vous, parce qu'il y en a qui Bah, il y en a qui sont justement, moins sévères mais que c'est vous pas, sur Louis faute, c'est XIV. pas faute d'essayer de vous convaincre de penser comme moi. Vous avez raison. Alors, Jean-Gilles Maliarakis, on a parlé du conflit actuel qui secoue la France, on a parlé des raisons, on a parlé de tout cela, mais votre activité, vous êtes un observateur avisé évidemment de tout cela, vous avez toujours une position intéressante et parfois originale sur bien des positions, des événements que vous exprimez d'ailleurs plusieurs fois par semaine dans votre site L'Insolent, L'Insolent qu'on trouve facilement sur Internet, en lien sur Insolent.fr. L'insolent.fr, voilà. Et vous êtes aussi éditeur. Alors, vous êtes éditeur depuis un certain nombre d'années. Vous avez lancé à la fin des années 70 les éditions du Trident, qui se sont fait connaître en particulier en rééditant l'œuvre d'Emmanuel Baudelomeni, son dictionnaire des dynasties bourgeoises. Le dictionnaire des dynasties bourgeoises est une œuvre de Henri Coston. D'Henri Coston, oui. Donc lui, c'est les responsabilités des dynasties Dynastie bourgeoise, bourgeoises. oui, tout à fait. 5 volumes. En 5 volumes, ouais. Voilà, Cinq ou c'est six une volumes. histoire non conformiste de la France contemporaine Ouais. depuis le coup d'État de Brumaire, et où il s'interroge sur les responsabilités de l'effondrement de ce pays, car hélas, 2 siècles d'histoire de France, c'est 2 siècles d'effondrement. Voilà. Et il a commencé à se poser la question en 1940, évidemment. Et Alors, ce sont des livres d'histoire écrits quand même maintenant un certain temps. oui. Évidemment fort juste pour l'époque, mais qui n'ont pas vieilli et qui. Est-ce qu'il y a Tout quand même- vieillit, tout mon cher vieillit, mais Philippe, est-ce est-ce qu'il y a des choses dans ces livres qui pourraient être obsolètes ou pas tellement? Je me fais l'avocat du diable en disant ça. Vous allez évidemment pas Écoutez, dire non. je les ai travaillés. Alors, l'avantage d'être un éditeur artisan, car c'est l'étiquette que je revendique, c'est qu'on travaille la maquette, le texte, la correction. Donc, on lit 8 fois un livre avant de le publier. Donc, on finit par en être complètement imprégné. Il y a des choses qu'on peut évidemment contester. En fait, il est un peu contre tout, ce qu'on pourrait dire. Mais pourquoi pas être contre tout ce qui a fait tant de mal à ce pays? Il voit, par exemple... Alors, il est mort en 1974 et il assiste à l'ascension du giscardisme. Et il voit, donc, je rappelle aux éditeurs très jeunes qui nous ont... C'est que Giscard d'Estaing a été élu en 1974, et à l'époque, on n'imagine pas tout le mal qu'il allait faire. Et il en a fait considérable. Enfin, si on regarde le bilan, il arrive à être presque plus catastrophique que Mitterrand, ce qui est quand même exploit. Et pour lui, c'est l'achèvement du triomphe de ce qu'il appelle les dynasties bourgeoises, qu'on pourrait appeler le gros argent. En fait, c'est le dernier grand bourgeois à accéder au pouvoir parce que Mitterrand, Chirac. Grand bourgeois lui-même. Oui, grand bourgeois lui-même. Ah non, mais la thèse de Baudelomeni. Les autres n'étaient pas des grands bourgeois. Non, la thèse de Baudelomeni, c'est que même derrière, Clémenceau n'est pas un grand bourgeois, mais derrière le pouvoir politique, il y a ce qu'il appelle les grands habiles. Et les grands habiles sont... Alors, je résume la thèse d'Emmanuel Baudelomeni. Comme toutes les thèses, on peut dire ça devient un peu systématique. Mais il n'y a pas que ça dans la série. Sa thèse, c'est que à partir de la Révolution française, la France est possédée par les gens
qui sont les acquéreurs de biens nationaux, qui inventent des majorités de centre-gauche pour camoufler une réalité sociale, un accaparement des privilèges bourgeois qui sont les leurs et qui, en définitive, semblent être restés intacts aujourd'hui encore. Alors, il ne s'agit pas de dire un tel politicien vient de tel sérail social. Je ne veux pas entrer d'ailleurs dans l'intellectualisme de l'analyse de cette thèse, mais disons que c'est la thèse sous-jacente, mais c'est pas un historien qui ne ferait que développer une thèse, ne serait pas un historien, mais un polémiste de mauvaise foi. Il décrit, c'est que par exemple, alors je viens de publier un bouquin sur le traité de Versailles, c'est une autre question, j'espère qu'il y aura un vrai débat sur le centenaire du traité de Versailles, qui cette année entre cette année, c'est en 1920 qu'il entre en vigueur, donc on devrait cette année parler de cette chose-là. Son travail est étonnant parce qu'il est allé vraiment aux archives, il a montré ce qu'a été la ratification, le débat extraordinaire où on voit que l'aveuglement est en fait au banc du gouvernement. Mais aujourd'hui, le traité de Versailles est quasi unanimement critiqué par tous. Pas pour les mêmes raisons. Pas forcément bien pour les sûr, mêmes raisons, mais tout le monde admet que c'est une catastrophe qui a débouché sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais pourquoi? Oui, mais lui, il voit c'est le débat de l'autre côté, si vous voulez, pas dans les conséquences. Il étudie la façon dont on a débattu de la ratification du traité. Que nous sachions que 20 ans plus tard, n'est-ce pas, c'est facile de prévoir le passé. Enfin, c'est déjà mieux que de ne pas le connaître du tout. Mais que nous sachions que 20 ans plus tard, on n'a fait que reprendre les combats, en fait. La Deuxième Guerre mondiale est sortie du traité de Versailles, de l'ensemble de la paix de Versailles, y compris la paix de Sèvres, etc. Bon. Il explique comment, en 1919, on savait, c'est-à-dire que la droite parlementaire, ça c'est un point très important dans sa pensée, la droite parlementaire a dit dès août-septembre 1919 tout ce qui allait se passer, y compris le redressement de l'Allemagne. Mais pas forcément dans des termes aussi polémiques que des gens qui auraient été uniquement anti-allemands. Il montre que les porte-paroles, les gens qu'on a oubliés, Louis Marin fait un rapport de 30 pages absolument lumineux où il explique ce qui va se passer, mais le premier intervenant qui s'appelle Louis de Chapdelaine, je pense que ici, nous savons tous qui est Louis de Chapdelaine, mais les jeunes générations ont un peu oublié cet homme-là. Louis de Chapdelaine a expliqué. C'est le premier intervenant en août 1919. Bainville écrit en 1920 son livre. Keynes écrit en 1920 et en 1922 deux livres sur les conséquences du traité de Versailles. Ce qui est intéressant, c'est de voir la faillite du système politique français à cette époque-là. Ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est des bancs du gouvernement, c'est les spécialistes qui disent des sottises. D'abord, le ministre des Finances qui invente la doctrine l'Allemagne paiera. C'est M. Klotz. Vous l'avez tous oublié, mais n'empêche que c'est l'homme des finances de Clémenceau. C'est Clémenceau lui-même qui, en définitive, confie à un homme qui s'appelle Tardieu la rédaction du traité, car le traité de Versailles était fait à partir des idées du président Wilson, qui ensuite va être complètement désavoué par les États-Unis, et fait par un homme qui ensuite fait une porte-beau et parle-beau, qui est André Tardieu, qui est le rédacteur et le rapporteur du texte. Or, Tardieu, pourquoi il a conçu le traité de Versailles? Il a conçu le traité de Versailles que voulaient les banques américaines. Il faut être tout à fait clair. Toute la folie des réparations, c'est les banques américaines, mais c'est aussi des grands... N'est-ce pas? On n'a pas voulu faire les sacrifices nécessaires. On a voulu faire la guerre sans faire les sacrifices nécessaires. Donc on a fait la guerre à crédit, comme aujourd'hui on paye des retraites à crédit. Mais c'est très commode. Alors c'est très commode, il y a des gens pour prêter. Mais c'est... Vous savez, après, ils ont le mauvais goût de réclamer. Oui, c'est incroyable, incroyable, un beau jour. Et alors aujourd'hui, les cadors de Bercy nous disent, c'est formidable, on emprunte à 0%.
Et donc, voilà, c'est formidable. Et alors, lui, il a été Tardieu. Même à 0%, il faut rendre l'argent. Ah, il faut rendre Mais l'argent. il y a oui. même une chose en plus, c'est que les gens qui ont de l'argent à placer. Après, on dit, les entreprises françaises, c'est scandaleux, les chantiers sont achetés par les étrangers. Ben oui, mais ça vous coûte de l'argent de placer assèche votre argent. Hein, c'est l'affaire Tétinger. Les gars, ils ont une affaire familiale qui leur rapporte 2%, l'État leur rapporte 3%. Ils vendent à Albert Frère. Voilà, etc., etc. Après, on dit, bah, c'est les les droits de mauvais français, succession non. sur les petites entreprises. Voilà. Bon, enfin, donc pour en revenir à notre histoire, on sait tragiquement que le traité de Versailles est une folie. Mais ce qui est intéressant, c'est le débat. Alors on voit trois grandes forces, en gros, et c'est ça l'intérêt du bouquin. Il y a une droite qui a quand même le sens national. Mais par exemple, Barrès intervient. Moi, j'ai été très surpris parce que je vais être très franc, rien ne me fatigue plus que la germanophobie. Hein, pour moi, la musique me semble quand même... Jean-Sébastien Bach n'est pas un Bosch pour moi. Oui. Jean-Sébastien Bach... Même Bainville s'est rendu pénible dans certains de ses livres par sa germanophobie. Surtout Bainville. Mais donc, enfin, voilà, je veux pas polémiquer avec ça, mais donc rien ne m'exaspère plus que ça. Bon, j'ai perdu le fil. Mais ce qui est La intéressant... germanophobie. Oui, rien ne m'exaspère plus qu'une certaine germanophobie. J'ai une photo de mon grand-père en uniforme, comment dirais-je, en uniforme bleu horizon. J'ai toujours cru qu'il était militaire, parce que je n'ai de photos de lui qu'en uniforme des deux guerres. Bon, en fait, il n'était pas du tout militaire. Il était parfumeur. Non, enfin, il était président de la chambre syndicale de la couture, ce qui est toute une profession très différente. Mais donc, cet homme-là, je vois mais cette génération, qu'est-ce qui me cassait les pieds, cette génération, quand j'étais enfant, qui nous parlait de la Première Guerre mondiale, c'était affreux. Mais par contre, il respectait le combattant d'en face. Et des deux côtés, il y avait un respect. Il faut lire Junger à ce sujet. Les deux séries de livres, Orage d'acier, et puis ensuite Jardins et routes, n'est-ce pas? Il monte... Enfin bref. Revenons. Nous savons que ça a été une catastrophe, mais nous oublions que c'est le système politique français, et pas seulement le Parlement. Au Parlement, on dit moins de sottises que n'en a dit André Tardieu, que n'en a dit Clémenceau, qui n'a pas fait que des sottises, mais qui a fait des choses criminelles parce qu'il voulait détruire l'Autriche-Hongrie. C'est de l'ordre du crime, c'est pas de l'ordre de... Voilà. Tous ces gens ont fait beaucoup de choses très très mal. C'est ceux qui étaient au gouvernement. Et ensuite, par exemple, Tardieu devient l'apologiste du régime présidentiel. Le régime présidentiel américain, dont nous voyons très bien comme ça marche formidablement, le régime présidentiel américain. On a raison de le copier, hein, c'est extraordinaire. Copyright. Commencer par les primaires. Alors, donc Aujourd'hui, c'est le vote d'impeachment contre Trump. C'est la ratification du traité de Versailles par Emmanuel Baudelomeni aux éditions du Trident. Ça coûte 20 €. Ça doit faire à peu près 204 pages. 204 pages. Vous l'avez relu plusieurs fois. J'ai travaillé dessus. Alors ça, c'est ça qui est bien compris. On avait commencé à parler un peu des nouvelles façons de travailler l'édition. On peut aujourd'hui être un éditeur artisanal. Oui, parce que je me rappelle, moi, de vos éditions, Jean-Gilles. Un peu moche, qui a 50 ans. Un peu moche, mais c'était la technique de l'époque, mais vous avez été un des premiers à faire ce qu'on n'appelait pas encore du numérique, c'est-à-dire des impressions en petit tirage. Ah oui. Effectivement, ça n'est pas aujourd'hui la qualité des tirages d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit plus de différence entre le tirage offset, c'est-à-dire les grands tirages, ou le tirage numérique. C'est d'une qualité comparable, identique, il n'y a aucun problème. Et je me rappelle de vos premiers tirages, vous innoviez quand même à l'époque. Ah, ouais. Et pour un petit éditeur, c'est quelque chose de péjoratif. Non. Mais il y a des grands éditeurs et des petits éditeurs. Mais, Pour un éditeur hardi. Il faut quand même préciser une chose. La différence pour moi entre un petit et un grand éditeur, elle est celle-là. C'est pas la qualité des livres, ça c'est sujet à tous les choix éditoriaux. Entre un petit et un grand éditeur, la seule différence qu'il y a, c'est que un grand éditeur a les moyens d'avoir des best-sellers de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. J'ai pas cette ambition. Un petit éditeur ne pourra jamais vendre à 100 000 exemplaires. Il n'a pas les moyens de suivre, il n'a pas les moyens d'investir, il n'a pas les moyens de faire connaître le livre, de diffuser le livre. Mais chez un grand éditeur, il n'y a pas que des best-sellers. Et aujourd'hui, chez les grands, ce qu'on appelle les grands éditeurs, il y a les best-sellers, c'est vrai, mais il y a aussi tous ces livres
qui vendent à beaucoup moins que chez les petits éditeurs, des artisans. J'aime beaucoup le mot artisan que vous avez employé tout à l'heure, parce que chaque titre, on le diffuse parfois à quelques centaines d'exemplaires seulement, plus rarement à quelques milliers d'exemplaires, il faut le dire. C'est pas, il faut que les gens arrêtent mais on fait des centaines ou des milliers d'exemplaires. Beaucoup de livres chez les grands éditeurs n'attiennent pas quelques dizaines d'exemplaires. C'est ça, Oui, tout à fait. la grosse différence. Ouais. Et à ce moment-là, le grand éditeur, lui, perd beaucoup d'argent. Et que nous, avec nos centaines On n'a ou pas les moyens quelques d'en milliers perdre d'exemplaires, de beaucoup. toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Mais la moyenne d'édition est très limitée aujourd'hui. C'est quelques dizaines, à peine une centaine d'exemplaires, la moyenne nationale de l'édition. Et comme on l'a remarqué, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les livres qui se vendent le mieux aujourd'hui chez les grands éditeurs sont des livres souvent non conformistes, pour ne pas dire des livres Aussi, de il y a un de droite. besoin de... Il faut Ah, voir on l'a quelles vu, sont les grandes ventes voilà, les grandes actuelles ventes. des livres politiques. Je parle des livres politiques. C'est les Zemmour, livres de Zemmour. Buisson, Voilà, Finkielkraut. Voilà, tant ce mieux. Le Pen, Jean-Marie, c'est- oui. voilà, Et les mémoires de Le Jean-Marie. Pen, voilà, ça fait Voilà, partie un sujet qui s'est Jean-Marie Le Pen qui s'est bien vendu. Alors vous avez aussi un autre livre que vous avez édité récemment Ah, ben, et qui est passionnant. Vous avez eu la gentillesse la semaine dernière de me l'offrir et je veux dire que ce livre est passionnant. Et c'est un livre de François. Enfin, ce sont des écrits, les textes des textes choisis choisis de François-René de Chateaubriand sur le moment conservateur. C'est une Vous avez époque- intitulé le mouvement C'est vous qui avez Alors, vous avez créé préfacé. le titre. Soyons clairs, c'est très important. Le Parti conservateur britannique vient de remporter une victoire dont les conséquences sont innombrables. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Le mot conservateur a été inventé par Chateaubriand et copié par l'Angleterre. Il le dit même dans les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que conservateur ? Conservateur en 1818, quand ça apparaît, c'est une revue qui est créée par Chateaubriand et Villèle, et puis un homme qui est le fondateur des Chevaliers de la Foi, qui s'appelle Mathieu de Montmorency, qui va mourir peu de temps après, enfin, et qui sera ministre des Affaires étrangères et qui est un personnage très important, aussi complètement oublié, évidemment. Alors, Chateaubriand est la figure de proue de cette revue qui va unir la droite royaliste contre le retour des idées révolutionnaires en 1818. En 1815, plus personne ne défend la Révolution française. Pendant un siècle, jusqu'à Michelet, donc c'est pendant la première moitié du 19e siècle, il faut savoir qu'il n'y a pas un auteur qui défend la Révolution française. Et même Michelet, quand il défend Danton contre Robespierre, ce qu'on va interdire 30 ans plus tard. Il faut savoir que la formule « la Révolution est en bloc » est contre cette idée que Danton est plus sympa que Robespierre. Pour moi, gardez le tout. Mais en 1815, les Français accueillent, et en 1814 d'abord, en 1815 ensuite, les Français accueillent les Bourbons en libérateurs. Ça, c'est complètement oublié, mais je cite Barrère, qui est quand même... Barrère, l'homme du comité de salut public, qui dit ça, qui dit mais les Bourbons, qu'est-ce qu'on a été content de les voir Mais arriver. comment vous expliquez ce retournement Eh à bien, ce point de la population justement, nous assistons exactement à la même chose. C'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui à une réhabilitation rampante du communisme. Piketty, c'est pas autre chose. Piketty, ça n'est pas autre chose que la réhabilitation. Il faut savoir que Jacques Attali, qui a quand même un certain poids, puisque c'est Jacques Attali qui, semble-t-il, a choisi M. Macron à un moment donné, qui le pousse. Jacques Attali dit le grand penseur du XXIe siècle, c'est Karl Marx, du XXIe siècle. Donc mais oui, il y a un numéro spécial. Qui l'eût cru. Donc cette réhabilitation rampante, on commence. Donc, s'agissant du jacobinisme, qui a fait les mêmes horreurs que le bolchevisme, eh bien, elle commence assez vite, parce que, en fait, je ne vais pas faire de l'histoire politique de la Restauration, mais pendant les 3 premières années, Louis XVIII veut réconcilier les Français. Et il accepte des conditions que critiquent justement les royalistes qui vont créer cette revue, Le Conservateur. Pendant 3 ans, ils vont préparer une chose qui va être un gouvernement qui va redresser la France de 1821 à 1828, qui est complètement oublié. Mais c'est à cette époque que la France se reconstruit, que le développement économique commence. C'est le gouvernement Villèle. Et ce gouvernement Villèle, c'est l'époque où les conservateurs
c'est-à-dire l'alliance de tout ce qui est contre la Révolution, arrive au pouvoir. Et pour finir sur mon petit résumé, ce qui est extraordinaire, c'est que malheureusement, Chateaubriand et Villèle rompent. Et nous sommes encore tributaires de cette rupture entre une droite littéraire, ce que nous appelons la droite de conviction, la droite que nous aimons. Hein, ça va, je sais pas, de Jacques Perret à Robert Brasillac, je ne sais pas, enfin, que j'appelle une droite... Ils sont nombreux. La droite de conviction, qui est dans la littérature, mais qui n'est pas dans le gouvernement, et un gouvernement qui... Malgré tout, la droite de gouvernement, je ne vais pas en faire le procès, justement. Je dis, il va falloir un jour que nous comprenions la même chose, que nous reconstruisions. Si on veut reconstruire la France, si on veut la laisser mourir, et que ce soit l'homme malade de l'Europe qui foute en plus la maladie à toute l'Europe, parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est que la France, elle est impliquée, n'est-ce pas, dans tout ce déclin de notre civilisation. Si on veut ça, il faut réfléchir justement à ce qui s'est passé et à la reconstruction d'une alliance entre la droite de conviction dans le gouvernement. Voilà. Et c'est ce que j'aime dans cette période, parce qu'après Chateaubriand... Ce livre est enrichissant. C'est enrichissant, le moment conservateur. Sur Internet ou dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Les innombrables bonnes librairies. Les bonnes librairies. À propos de librairie, je veux juste faire une petite parenthèse pour vous annoncer une nouvelle librairie, enfin une librairie nouvelle, plus exactement à Paris, qui est la librairie Vincent. La librairie Vincent, du nom de son tenancier, du libraire, de Vincent, que beaucoup de gens connaissent, puisque Vincent a tenu pendant une quinzaine d'années la librairie Facta, qui a fermé il y a 2 ans, je crois. Et donc, il vient avec Emmanuel Ratier. Avec Emmanuel Ratier, il vient de rouvrir une nouvelle librairie, la librairie Vincent, qui est 115 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e arrondissement. C'est à côté de l'école militaire. École militaire. Quand les métros refonctionneront. Quand ils refonctionneront, mais la librairie est ouverte depuis quelques jours, donc vous pouvez retrouver Vincent dans sa librairie, la librairie Vincent. Voilà. Eh bien, écoutez, Jean-Gilles Maliarakis, merci pour tout ce message d'espoir, d'abord, parce que c'est cette ligne à suivre. Et on se tiendra au courant, et puis on se reverra sans doute pour d'autres émissions, je l'espère, en tout cas. Et donc, j'invite tous nos amis téléspectateurs à lire les livres des éditions des Tridents, que l'on peut trouver sur trident.fr. La chronique... Oui, ce sont abominable ce dont on vient de faire allusion est très intéressant, sera traité dans la chronique. Et il y a quelque chose qui, vous avez fait allusion aux biens nationaux, c'est une question qui paraît, qui hante le 19e siècle, très longtemps, presque jusqu'à nos jours. Mais nous arrivons dans ma chronique, après l'établissement de la République, à un moment où la Révolution, elle a eu la partie belle, c'est-à-dire que ça a été une affaire entre élites. Le petit peuple a été instrumentalisé. Quand il y a des révoltes, on en profite pour envoyer des sans-culottes, et les gens, on leur dit, voilà. Et du coup, ils deviennent de la chair à canon de la Révolution, hein, façon Marx, qui dit je me suis intéressé au prolétariat en ce qu'il représente une force, pas pour faire son bien, en ce qu'il représente une force. Il tient ça de Robespierre et de ses sbires. Donc le vrai petit peuple, hein, je parle pas du faux peuple qui fait les sans-culottes comme Duplay, vous savez, le fameux menuisier qui héberge Robespierre, mais qui, tout révolutionnaire qu'il soit, ne veut pas déjeuner avec ses ouvriers comme c'est l'usage. En réalité, ce peuple, le vrai peuple, c'est les ouvriers et paysans, a été contre la Révolution dès le début. Je l'ai montré en 1788 à Rennes, la journée des bricoles. On le voit dans les rédactions des cahiers de doléances. Ils ne demandent pas la dislocation de l'ordre social tel qu'il a été fait. Ils ne demandent pas l'établissement d'une constitution. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils veulent l'allègement des tracasseries administratives et du poids fiscal. Et évidemment, tout ça s'alourdit colossalement sous la Révolution, d'autant plus qu'il y a une crise majeure avec les assignats qui sont reliés, comme je viens de le dire, aux biens nationaux, qui sont donc un instrument de ruine. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'à la veille de la Révolution, les livres de piété se vendent beaucoup mieux que les livres des prétendus philosophes, hein, les soi-disant littérature philosophique. Et par conséquent, quand les violences contre l'Église se sont déchaînées, c'est une violence faite au bas peuple. Hein. C'est pas une violence faite à Choiseul qui est athée, à Loménie de Brienne qui est athée, et tout cardinal qu'il soit, contre l'avis du pape. Et ce sont aussi des agissements qui sont dans la droite ligne, en réalité, de ce qu'ont fait les rois de France.
France. Hein. Depuis Philippe le Bel, les rois de France, ils veulent dépouiller leurs vassaux, leurs sujets de tout pouvoir et l'avoir tout pour eux. C'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. Eh bien, ce que les rois ont rêvé, la Révolution l'a fait. Et par conséquent, puisque le roi, jusqu'à Louis XIV, qui l'a domestiqué, ont brimé la noblesse, pourquoi aurait-elle soutenu le roi? Elle ne l'a pas fait. Un grand nombre, il y en a une liste, j'ai parlé de Dumouriez et Kellerman, mais il y en a plein d'autres, je commence par seulement les plus chics, cardinal de Brienne, le duc de La Rochefoucauld, le marquis de Mirabeau, le vicomte de Barras, on pourrait penser aussi au duc d'Orléans. En 1792, les officiers de l'armée sont nobles, parce qu'ils sont restés les mêmes. Et dans la marine, il y a une histoire anglaise qui fait remarquer qu'ils sont encore plus nombreux qu'en 1789. Donc, un grand attachement au roi. Les petits peuples, les ouvriers et les paysans sont royalistes. Alors, je parlais des guerres de Vendée, mais comme on en parle beaucoup, je voudrais parler un peu de Lyon. Lyon, qui est une ville beaucoup plus industrielle que Paris, il vit 40 000 canuts. Et en 1790 a eu lieu la fête de la Fédération de Lyon. Il y en a eu un peu partout. Et les gardes nationaux arrivent par quartier avec leur drapeau. Et ce qui est surprise, qu'est-ce qu'on voit? Le quartier le plus huppé, évidemment, il y a des drapeaux blancs quand même. Bon, on est philosophe, mais enfin, le roi, c'est le roi. Et tous les quartiers ouvriers ont des drapeaux blancs. Et les 3 quartiers qui ont des drapeaux tricolores, ce sont les quartiers des négociants, dont les terreaux. Les riches négociants ont le drapeau tricolore, sont gardes nationaux, etc. Et donc, il y a eu les vendangeurs qui sont mis en grève en 1792. Et ce qui a donc provoqué le soulèvement, c'est-à-dire que tout d'un coup, le peuple se réveille, c'est-à-dire que c'est plus entre élites et c'est la levée en masse. Hein. On a piqué leurs prêtres, ils les ont cachés, ça va. Mais quand on veut leur piquer leurs enfants, pour les envoyer aux frontières, qui sont pas du tout menacés d'ailleurs, qui sont menacés par des invasions qu'on fait, non pas par des attaques qu'on subit, eh bien, tout le monde se soulève. Alors, il y a la guerre de Vendée, mais il y a aussi Lyon qui a été subi 3 mois de siège, hein, d'août à octobre 1793, et qui a été exterminé. Hein. C'est Fouché, futur ministre de Louis XVIII, et Collot d'Herbois qui monte la répression, et Couthon qui est envoyé pour les surveiller de la part de Robespierre. Il estime qu'il faut déporter, il dit que c'est des gens irrécupérables. Mais pourquoi ce sont des ouvriers? Ce sont des gens irrécupérables, donc il faut en déporter 60 000, plus de la moitié de la population. Hein. On n'hésite pas sur les moyens. À Toulon, c'est pareil. Hein, qui sont les gens qui sont au front pour combattre Napoléon Bonaparte, qui a été élevé à l'école de Brienne aux frais du roi parce qu'il était noble? Ce sont les débardeurs du port, voilà, et non pas les négociants. Pour conclure, donc on voit que la République n'avait pas besoin de savants, vous savez ça? Ben non, elle n'avait pas besoin non plus d'ouvriers. On ne sait pas de quoi elle a besoin. Chers téléspectateurs, merci. Vous avez pu le constater, cette émission est la première que nous avons filmée. Tout cela a un prix. Et je vous invite à participer au soutien à TV Liberté. Martial Bild a lancé un appel récemment. Vous pouvez le retrouver évidemment sur le site de TV Liberté. Et je vous invite à être généreux. Il reste encore quelques jours pour profiter des aides. Surtout que tous les dons sont déductibles. Voilà, ça peut être déductible des impôts. Voilà. Et donc, profitez-en pour aider TV Liberté, pour aider Radio Liberté. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.